Bonjour, c'était pas du tout prévu que je fasse cette vidéo. Vous voyez là je suis en mode vraiment chill. J'étais censée ranger et tout. Regardez comment je pouvais réorganiser ma bibliothèque parce que bah c'est le Davois, il y en a dans tous les sens. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des titres coup de cœur cette année que j'avais lus et d'autres un peu moins, des unpopular opinions et tout. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo ou peut-être deux selon la longueur du truc avec les lectures que j'ai préférées cette année et les lectures à l'inverse plutôt des flops pour moi. Mais encore une fois, c'est qu'un avis personnel parce qu'il y a des lectures que moi je vais surkiffer que d'autres vont dire bof et des lectures où moi je vais dire bah pas si bien que ça alors que ce sont des phénomènes TikTok, Instagram et tout, tout le monde les a adorés mais ça n'a pas marché avec moi. Donc voilà, je vais du coup tout de suite vous faire un petit top, un petit flop. Eh bien, j'ai essayé de les classer en 3 catégories. Vu que c'est un peu mes genres de prédilection, il y a tout ce qui va être lecture plutôt engagée, donc des essais ou alors des fictions mais avec des thématiques très fortes, mais que j'ai lu évidemment en 2023 parce que à un moment je me suis aussi dit « ça c'est pas mal !» Mais oui, mais ça tu l'as lu en 2022, Elodie, donc là tu vas faire un top et un flop 2023. Et donc du coup, il y a aussi des romances, évidemment, qu'une grosse partie de mes lectures, c'est ça. Et le troisième genre, eh ben, c'est plutôt tout ce qui est fantastique, fantasy, dystopie, voilà, j'ai mis ça tous ce pêle-mêle un petit peu ensemble pour pas non plus avoir trop à en dire. Donc voilà, j'ai pas fait de top en mode un classement, hein, j'ai juste dit les lectures qui m'ont le plus marqué cette année. Donc il n'y a pas vraiment d'ordre en mode du top 5 au top 1, non, c'est juste vraiment des lectures qui m'ont marqué dont je souhaite parler avec vous. Je commence avec les lectures qui vont être plus du type engagé. Donc, cette année a été marquée pour moi par Titu Lecoq, puisque j'en ai lu plusieurs, mais là je vous en montre un en particulier. Elle a fait Pourquoi les femmes ont été oubliées de l'histoire, Libérée, enfin on en a fait plusieurs, mais cette année, Titu Lecoq a écrit Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Elle fait plusieurs essais, dont certains je vous en ai déjà parlé en update, en pâle, en tout ce qu'il y a. Et c'est une autrice que j'aime particulièrement parce que ses essais sont simples, concis, avec énormément d'exemples. Et franchement, si vous voulez commencer par une autrice pour lire des essais, en tout cas des essais féministes plutôt, puisque c'est sa marque de fabrique, allez-y, foncez, c'est pas du tout compliqué, son style est très simple et franchement, moi j'ai adoré. C'est un essai, je vais pas vous l'apprendre comment ça fonctionne. En gros, elle vous prend un sujet et elle vous donne son opinion. Et évidemment, elle illustre avec de nombreux exemples. Et là, on a justement, on voit en fait... elle prend le postulat d'une petite fille et on va jusqu'à sa vie de femme avec en face d'elle un frère. Et du coup, on voit les différences notables qui se passent au cours de leur vie. Et voilà, c'est hyper bien fait, c'est hyper prenant et j'adore Titu Lecoq. Comme je vous ai dit, elle en a fait aussi d'autres sur les femmes, justement, comment elles ont pu être effacées de l'histoire, avec aussi tous les mots qui n'existent pas alors qu'elles devraient exister, comme autrice, mairesse, chevaleresse, et tout ce genre de termes qui ont été effacés de l'histoire, et même elle en a fait un autre avec les grandes figures de l'histoire de France et d'ailleurs, que je vous ai présenté dans un de mes updates récemment, donc voilà. Allez-y, foncez, c'est une autrice géniale et c'est un énorme coup de cœur pour moi à chaque fois que je lis un de ses titres. Ce sont révélation sur révélation. Je suis profondément féministe, donc le sujet me parle énormément, mais on en apprend aussi justement beaucoup avec elle. C'est génial, j'adore, je conseille à 100%. Sujet beaucoup moins joyeux, mais tout aussi important, Make Up with Mud, qui pour moi est un véritable coup de cœur. Je crois que je suis sur le tome 5 ou tome 6, je sais plus. De cette série que j'ai découvert cette année. C'est l'histoire de cette jeune fille qui aimerait beaucoup apprendre à se maquiller, mais elle a un visage de poupon, elle a un visage d'enfant, et son fiancé qui est avocat elle ne veut absolument pas qu'elle se maquille parce que pour lui, les femmes qui se maquillent, ce sont des femmes vulgaires, ce sont des bips, donc il préfère qu'elle reste naturelle, donc elle lui obéit sagement jusqu'au jour où elle va refaire la rencontre d'un jeune garçon, d'un gender fluide qui se maquille aussi bien d'ailleurs quand il est habillée dans un style dit féminin que dans un style masculin, et donc elle va se rendre compte que le maquillage c'est pas si vulgaire que ça, mais il faut apprendre à le faire, et donc elle va vouloir apprendre à le faire, et là on va voir les dessous de cette relation qui est extra toxique, et voilà, j'aime beaucoup parce que justement ça dénonce ce genre de choses, voir l'emprise qu'une personne peut avoir sur une autre et comment réussir à s'en dégager. C'est franchement une histoire à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça peut être un gros trigger warning pour certaines personnes, mais j'avoue que wow, la claque, oui ça se passe comme ça malheureusement.
on ne se rend pas compte des choses qui sont mises en place par l'autre personne pour nous garder sous la coupe. Et franchement, j'ai adoré, donc je recommande vivement cette lecture. Elle est très bien écrite, très bien faite. Les dessins sont juste ce qu'il faut, assez sombres et en même temps assez kawaii pour que cette histoire ne nous mette pas non plus en bas total. Mais voilà, c'est quand même sujet sensible à ne peut-être pas mettre entre toutes les mains. Je continue avec un autre bouquin qui m'a mis mais une claque. Les 7 maris d'Evelyne Hugo. J'avais très peur parce que quand j'ai vu Phénomène TikTok, je me suis dit, ça y est, c'est un truc que voilà, je vais avoir un unpopular opinion dessus. Et finalement, pas du tout les gars. Je m'y attendais tellement pas à la claque que je me suis pris. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une toute jeune journaliste et très clairement son mariage bat de l'aile, mais voilà, elle sait pas trop où se situer pour le moment, elle sait pas trop vers où ça va, ils viennent juste de se séparer, mais c'est des questions qui se posent jusqu'au jour où une très grande actrice hollywoodienne qui maintenant a pris sa retraite, mais qui voilà a fait parler d'elle en son temps, Evelyne Hugo va décider d'écrire ses mémoires, mais elle ne veut pas qu'elles soient écrites par n'importe qui, elle veut cette journaliste-là en particulier. Et donc, c'est ce qui va se passer. Malgré que ce soit une toute jeune novice, qu'elle n'ait pas d'expérience, son journal va l'envoyer. Sauf que, arrivé là-bas, Evelyne Hugo va lui dire « Je ne veux pas que vous écriviez simplement un article sur moi, je ne veux même pas qu'il soit publié dans le journal où vous travaillez, je veux que vous écriviez tout simplement mes mémoires avec votre nom et que du coup vous toucherez l'argent qui vous est dû en fait. Je veux que ce soit vous qui percevez l'argent de mes mémoires. » Et du coup, au début, il va y avoir un problème de confiance entre ces deux femmes justement. Et petit à petit, on va avoir Evelyne Hugo qui va commencer à raconter sa vie. Et waouh, on se prend une claque. Comme il est dit dans le titre, elle va avoir 7 maris et on va découvrir du coup son histoire, comment ça s'est passé, pourquoi, tous les scandales qu'il y a eu derrière elle, les dessous aussi. Et mon Dieu, mais là ça parle de tellement de choses, de la place de la femme dans la société, des relations de mariage, de vouloir faire une carrière quand on est une femme, comment c'est compliqué. Alors ok, c'est dans une époque un peu plus lointaine que de nos jours, mais je suppose que de nos jours c'est toujours autant le même problème. Être une mère, être une femme, être une épouse aussi, comment c'est compliqué de tout gérer à la fois et de vouloir faire carrière au détriment de sa famille ou à l'inverse vouloir privilégier sa famille. On a toujours des reproches. Si t'es carriériste, ben justement on te reproche d'avoir fait passer ta famille derrière, et si en même temps tu fais passer ta famille devant, on te reproche de ne pas être assez ambitieuse. Enfin bref, il y a énormément de dessous, de harcèlement, d'agression, d'emprise, de violence conjugale, de personnes LGBTQ+, aussi. Waouh, ce bouquin, il y a tout dedans. Et franchement, clap, chapeau, c'est un énorme coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai offert à Noël à ma sœur parce que je lui dis, ça, il faut le lire en fait. Et je pense que à partir du moment où les gens vont demander quelque chose justement autour de ce genre de sujet, je donnerai ce bouquin-là aux personnes, je les offrirai à leur Noël, à leur anniversaire et tout. Parce que, mon Dieu, c'est une claque. Il est génial. Quand tu le fermes, tu es bouleversé. Évidemment, il y a un petit retournement à la fin. On découvre pourquoi elle a voulu que ce soit cette journaliste-là et pas une autre qui fasse ses mémoires. Et évidemment, tu es retourné dans mode « Ah ouais, d'accord !» Donc, je recommande. Il est génial. Ensuite, titre suivant qui m'a très marqué, c'est L'heure des femmes. Très clairement. Pareil, comme les 7 maris d'Evelyne Hugo, avec genre un soupçon moindre, mais qu'est-ce que j'ai pris une claque en écoutant ce bouquin, parce que oui, celui-là en plus je l'ai écouté en audio-livre, ma soeur du coup m'a offert la version brochée à Noël, tellement j'ai aimé, je dis je le veux en fait, je le veux dans ma collection, je le veux en papier. Donc on est sur l'histoire d'une femme, encore une fois, qui a vécu des violences conjugales et qui du coup essaye de se séparer de son compagnon. Mais c'est assez difficile la séparation et une rédactrice et amie va lui proposer de se mettre à faire la recherche de la vie de cette femme. Je sais plus c'est quoi son nom exact, mais c'est une femme qui en plus a vraiment existé, qui a fait une émission de radio dans les années 70, je crois, 60-70, à l'heure de la sieste, vers 16h, pour que justement les femmes puissent écouter cette émission de radio qui est de femmes pour femmes et avec des femmes. Et donc on parle de sujets très importants contre la contraception, le consentement, les mariages forcés, le burn-out, voilà, les baisses de morale, les sujets
d'actualité sexuelle, le point G ou ce genre de choses-là. Et c'est très bien écrit en fait. On a justement cette alternance de points de vue entre la journaliste qui recherche et qui du coup nous montre sa vie aussi un petit peu chaotique, qui recherche des informations sur cette femme, et on a des chapitres où c'est cette femme qui parle de sa vie et tout, et on a aussi d'autres chapitres où ce sont carrément des témoignages de personnes. En fait, on a la retranscription des choses qui se sont dites lors de ces émissions, et j'ai trouvé ça génial, c'est bien fait, c'est franchement voilà, ça a gagné un prix et ça le mérite largement. Je suis très contente de cette lecture, et d'ailleurs ma soeur me l'a acheté et l'a lu quasiment juste avant de me le donner, parce que elle s'était intriguée par ce que je lui en avais dit, et donc du coup elle l'a lu et elle l'a adoré aussi, donc je le recommande à 100%. Je vais m'attaquer maintenant à un autre style de lecture que je lis évidemment beaucoup, c'est la fantasy, dystopie, fantastique, tout ce genre-là. Je commence donc tout de suite avec La Faucheuse, qui n'est pas quelque chose de très récent, mais que j'ai lu les 3 cette année, et du coup je vais vous en parler parce que je les ai enchaînés tellement que ça a été une très bonne lecture. On est sur, je vous en ai parlé en plus récemment puisque Cynthia me les a tous offerts dans mon calendrier de l'Avent livresque. On est sur l'humanité dans quelques centaines d'années ou quelques années, je sais pas trop exactement où ça se situe, mais elle n'est plus régie par des gouvernements avec des politiciens, mais elle est gouvernée par une intelligence artificielle, le Thunderhead, qui du coup régit totalement la vie, le travail, les loisirs, enfin c'est lui vraiment qui s'occupe de tout. La seule chose qu'il ne peut pas faire, puisque c'est une intelligence artificielle, c'est la machine, il ne gère ni la vie ni la mort, puisque en fait les humains sont devenus immortels. Ils ont trouvé, la médecine a été capable de faire en sorte que les humains ne meurent plus, au contraire, vous pouvez vieillir, mais il y a un bouton, en gros, on peut faire reset et on peut revenir à l'âge que l'on souhaite autant de fois que l'on veut. Et quand on meurt, par exemple, accidentellement parce qu'on s'est fait renverser par un métro ou quoi, eh bien, le Thunderhead récupère votre conscience et vous refait un corps identique. Et donc, du coup, vous revivez, mais en fait, c'est comme si vous n'étiez jamais mort pour vous, puisqu'il n'y a pas de laps de temps entre les deux et tout. Bref. Donc, les humains ne meurent pas, mais les humains continuent à procréer, à faire des enfants. Donc, il se pose le problème de place, puisqu'au bout d'un moment, la place n'est pas illimitée. Donc, comme je vous ai dit, la machine a décidé que, vu que les humains étaient capables de donner la vie et pas les machines, eh bien les machines ne se donneraient pas le droit de donner la mort, ça serait aux humains de le faire. Donc, ils vont créer une société complètement fermée sur elle-même, les faucheurs et les faucheuses, où ce sont des gens qui ont l'accréditation pour tuer les autres personnes, mais ce sont des morts définitives. Quand le Thunderhead voit que ces personnes ont été tuées par un faucheur ou par une faucheuse, eh bien elle ne les fait pas revivre à la vie, elle ne les ramène pas, puisque voilà, c'est ce qu'on appelle la mort ultime. Et donc on va suivre 2 jeunes gens qui vont faire une initiation, ils vont devenir apprentis pour devenir faucheurs, un jeune garçon et une jeune femme, mais qui malheureusement vont avoir le même mentor, et c'est interdit dans le règlement, donc on va voir tout leur apprentissage et aussi comment faire pour faire cet apprentissage avec les mêmes, mais bon, il y a plein de choses, je vais pas vous spoiler qui se passent. C'est très bien fait, justement, j'ai énormément aimé. On a plusieurs points de vue, c'est une collégiale, aussi bien le mentor que les 2 apprentis, que d'autres personnes, d'autres protagonistes de l'histoire. J'ai énormément aimé aussi du coup voir justement la cruauté de l'humain, jusqu'où elle est capable d'aller, les limites de la machine. Enfin franchement, il y a aussi tout un verset très écologique dans ce bouquin, justement parce que les humains ont détruit la planète, donc c'est eux les fautifs. Il y a plein de sujets dans cette dystopie, dans cette trilogie que j'ai énormément aimée, donc je suis très contente de l'avoir lue, de vous la recommander et bien de l'avoir désormais aussi embrochée à la maison, donc voilà, je recommande, elle est géniale. Je vous ai mis ma lecture de lui la plus récente, mais clairement je pourrais vous mettre tout ce que j'ai lu de lui, tout ce qui est là derrière, hein, parce que j'ai tout aimé. Mais donc, je suis obligée de faire un choix, donc je vous mets la chose la plus récente que j'ai lue de lui, Victor Dixon, donc qui a écrit à la fois Phobos, Cogito, Extanata et puis Vampiria, une première trilogie, et là on a une deuxième trilogie qui commence. C'est un auteur français que j'adore, et pour le moment tout ce que j'ai lu de lui, il n'y a rien que je n'ai pas aimé, j'ai tout aimé, donc c'est assez rare pour être noté. Donc je vais vous parler de ce dernier tome qui est alors un tome 4 pour moi. Il est vendu comme un tome 1 d'une nouvelle trilogie, mais pour moi non en fait. Si vous n'avez pas lu la trilogie précédente, c'est dommage, parce que déjà vous allez être spoilé par rapport à la trilogie précédente. Et deuxièmement, il y a des protagonistes qui ont
préquels dans la trilogie justement juste avant, que vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi du comment ils font ci ou ils font ça si vous n'avez pas lu ce qui se passe avant. En gros, dans la première trilogie, on suit une jeune femme qui, sa famille va se faire massacrer et donc va vouloir se venger. Et au fil de cette vengeance, elle va rencontrer plein de gens. Et elle va normalement être en France, mais à un moment, elle va, on va dire, se décaler. Elle va voyager et certains de ses compagnons, du coup, on va les perdre au cours de ce voyage. Et il y a un des compagnons, en l'occurrence, qui là, vit sa propre histoire justement après la trilogie qu'on a là. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ok, vous pouvez très bien le lire sans avoir eu la trilogie d'avant, mais pour moi c'est dommage parce que vous manquez pas mal d'informations. On est sur l'histoire, c'est que le roi Louis XIV n'est pas mort en 1715, il a été transformé à l'époque en vampire. Il est devenu le premier vampire de l'humanité et du coup il n'est plus le roi lumière, le roi soleil comme on le connaît, mais c'est devenu le roi des ténèbres et il a transformé après une partie de la noblesse en vampire et donc les vampires règnent sur les humains. Les humains ne sont que du bétail. Leur impôt, quand ils le payent la dîme et c'est genre 1 litre de sang, je crois, par, je sais plus si c'est par mois ou par an, bref, on s'en fout. Et donc voilà, on a cette société du coup qui est divisée entre les nobles vampires et les roturiers humains. Et donc toute la première trilogie se parle justement, comme je vous expliquais, en France, jusqu'à un moment où on voyage justement vers les Caraïbes. Et donc du coup, celle-ci se passe aux États-Unis avec d'autres protagonistes. On va en suivre 6. Alors je vais pas tous vous les nommer. Du coup, ça fait un bouquin collégial parce qu'on a le point de vue de tous ces personnages et c'est hyper intéressant. C'est long à se mettre en place parce qu'au début, justement, il faut que vous vous appropriez tout le monde. Et en plus, à la fin, on a aussi des points de vue de personnages qui ne sont pas forcément les protagonistes qu'on suit. Donc voilà, il faut s'y retrouver. Mais au final, ça se fait et justement, c'est bien parce qu'on a le point de vue de tout le monde et on comprend pourquoi ceci se passe mal. Un peu en mode Casa de Papel, vous voyez. Dans ce tome-là, c'est une prise d'otage pour avoir quelque chose en échange. Très clairement, c'est un Casa de Papel version vampirique. Et c'est très bien fait, c'est très bien mené. Et encore une fois, voilà, c'est Vivi, c'est Victor. Donc je ne peux que dire j'adore et je recommande. C'est une très très bonne lecture. Voilà. J'irai pas dire jusqu'à un coup de cœur, mais il est obligé d'être dans mon top 2024 parce que voilà, c'est une valeur sûre. Alors, cette saga, je ne l'ai pas avec moi parce que je ne l'ai pas en brochet. J'ai lu en numérique ou alors j'ai emprunté à la médiathèque. Mais je ne pouvais pas ne pas vous parler de Le sang et la cendre, évidemment. Série que j'ai lue cette année et qui a été un gros coup de cœur. Alors, un gros coup de cœur mitigé, hein, parce que le tome, voilà, c'est ça. Le problème avec les séries, c'est ça, c'est que le tome 1, ça a été un coup de cœur énorme. Le tome 2, j'ai énormément aussi apprécié. Et le tome 3, en demi-teinte, parce que je commence à trouver que, voilà, deux fois vouloir faire une surenchère, c'est un peu problématique, mais il n'empêche que l'univers est bien travaillé, que les personnages sont géniaux, et que du coup, je veux quand même lire le tome 4 qui va arriver normalement en 2024, parce que je veux savoir la suite, tout simplement. L'histoire du sang et la cendre, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est considérée comme une élue. Elle doit rester, elle est appelée la pucelle d'ailleurs, elle doit rester vierge et en gros elle doit servir de sacrifice pour que l'humanité soit bénie auprès des dieux. Mais il existe plusieurs types de créatures comme des ghouls qui investissent de plus en plus les lieux et que du coup, l'armée a du mal à contenir. Et d'ailleurs, ses propres parents, cette jeune élue, sont morts à cause des ghouls. Et on a aussi un peuple voisin, alors je sais plus c'est quoi le nom exactement qu'il aurait donné, mais des Atlantes, non pas des Atlantes, Elodie, tu comprends avec Aquaman, mais voilà, c'est un genre de nom comme ça, qui sont un royaume ennemi, et c'est à cause d'eux en gros que tous les maux de l'univers sont arrivés. C'est toujours comme ça. En fait, tout ce qu'on nous apprend au fur et à mesure du premier tome, eh bien on se découvre que tout n'est peut-être pas vrai. Et j'ai adoré justement cette saga parce qu'on a beaucoup de faux semblants, on a beaucoup de ce qu'on t'a fait croire toute ta vie n'est pas forcément la vérité. Et voilà, j'aime beaucoup cette série parce que au début, la jeune fille, c'est pas justement la jeune pucelle en mode, elle est là un peu en mode princesse, elle est dans sa haute tour d'ivoire et elle ne voit pas les trucs. Elle voit qu'il y a des trucs qui se passent pas bien et tout, mais sa position ne lui permet pas de toujours interagir. Et elle se bat avec les moyens qu'elle a. Elle apprend à se battre d'ailleurs, en vrai, hein, elle a un quart du corps attitré qui lui apprend à se battre et un jour il va
se passer qu'elle va avoir besoin d'un autre garde, et ce garde est tellement beau et tellement renversant qu'il va chambouler sa vie. Et voilà, je vous en dirai pas plus pour pas tout vous spoiler, mais elle va se rendre compte que le rôle qu'on lui a attribué, eh bien, il y a peut-être des raisons pourquoi on lui a attribué ça, et c'est peut-être pas le rôle qu'elle a finalement envie de jouer. Et voilà, c'est une femme forte, c'est une femme qui vit des choses horribles, mais qui se bat, et c'est une très belle trilogie pour le moment, je ne dis pas le contraire, mais j'ai une petite déception justement parce que il y a un lore qui est très important, qui est très riche, et à la fin du tome 3, j'ai senti un petit... Voilà, j'en avais marre qu'on me rajoute des révélations sur révélations. Il y en a que j'avais vu venir à des kilomètres, donc je m'y attendais. Mais le problème, c'est de vouloir faire une surenchère de révélations. Ben, moi, personnellement, là, je commence à me noyer et en avoir marre qu'on me dise toujours que oui, en fait, toujours plus, quoi, hein. Un peu comme je vous disais dans certains shonen, t'as le pouvoir absolu, et puis au fur et à mesure que les héros avancent, il y a toujours le pouvoir qui dépasse ce pouvoir de pouvoir. Ah, ben là, c'est un peu la même chose qui se passe, et c'est assez lourd. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est une saga coup de cœur. Franchement, le tome 1, quand je l'ai lu, c'était une révélation, donc je suis obligée de le mettre dans ce top 2024. Ça a été une de mes meilleures lectures, mais j'ai très peur pour la suite, et j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de plus... pas de plus léger, parce que ça ne va pas avec cette série Le sang et la cendre, mais de plus digeste, dirons-nous. Voilà. Dans le même genre, on a la série ACOTAR. Alors, que je vais découper en fait, tout simplement parce que la première trilogie d'ACOTAR, voilà, j'adore, il n'y a rien à me dire. Le premier tome est un peu mou, mais les 2 autres tomes sont parfaits. Et le 3,5 était pas obligatoire, mais il a servi ce qu'il a su. Je mets de côté le tome 4 qui ira directement dans mes flops. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vais prendre ACOTAR les 3 premiers tomes et vous dire que oui, c'est une saga à lire, elle est géniale. Le premier tome est un peu en mi-teinte, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, et voilà, on est très clairement dans un truc où t'es en mode ouais, c'est cool, mais je ne savais pas si j'allais lire la suite justement parce que les intrigues n'étaient pas plus que ça géniales. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voyage et je me suis dit, allez, force-toi un peu, sur les œufs, j'avais les bouquins, donc je me suis mis à les lire. Et je les ai tous poncés en une semaine. Du coup, j'ai lu le tome 2, 3 et 3,5 en une semaine de voyage. Je ne sais plus si c'était celle de Grèce ou du Portugal. Du Portugal, parce que Grèce c'était l'année dernière. Donc voilà, pour ça que je vous dis, cette saga, elle est génialissime, parce que je sais pas comment vous expliquer sans vous spoiler, mais en fait c'est l'histoire d'une jeune femme, je pense que tout le monde connaît ACOTAR, mais on va quand même réexpliquer les bases, qui a une famille qui était dans la noblesse, mais qui, par un malheureux coup du sort, eh bien, a perdu toute sa fortune, toute sa richesse, et se retrouve à devoir vivre dans une petite forêt, dans un petit chalet, un petit truc, voilà, et son père a du mal à se remettre de la perte de cette somme d'argent, et du coup de l'effondrement de sa famille, et ses 2 sœurs aînées, elles, n'acceptent pas en fait la défaite entre guillemets de leur père à cause de lui. Et bien elles ont tout perdu et elles ne veulent pas descendre de leur train de vie, alors que la petite dernière, Fer, si elle consuit, a accepté ceci, et du coup va se mettre à partir tous les jours dans la forêt pour chasser du gibier pour donner à manger à sa famille, parce que eh bien, c'est la seule qui arrive à se retrousser les manches, jusqu'au jour où il va se passer quelque chose d'assez effroyable. Elle va tuer un loup, et en fait on va se rendre compte que ce loup, ce n'est pas un simple animal, c'est une créature magique, c'est un fée, et il vient de l'autre côté de la frontière avec justement ces créatures dont les humains ont très peur, les fées, qui sont connus pour être des êtres assez exécrables, qui traitent les humains comme des esclaves, et qui sont très dangereux. Donc, un seigneur fae va venir chez elle demander réparation, va dire, en échange de la vie de l'ami que j'ai perdu, je veux que eh bien, tu me donnes une de tes filles, en l'occurrence Fer, puisque c'est elle qui a tué mon ami. Et donc c'est ce qui va se passer, elle va aller vivre avec les fae, et là on a le conte de La Belle et la Bête qui se passe comme on le connaît. Elle va arriver dans un château où voilà, tout le monde va être beau, tout le monde va être gentil, sauf les gens là vont avoir des masques parce qu'ils ont une malédiction entre guillemets, enfin bref, il y a plein de trucs qui vont se passer qui rappellent énormément La Belle et la Bête. Et le tome 1 il est quand même assez bof, faut se l'avouer. Mais le problème, c'est que dans le tome 2, 3 et 3,5, il y a un changement de love interest, les gars. Et là on dit oui. Parce que dans le tome 2, j'ai énormément aimé justement l'emprise psychologique
comment est traité justement le couple et la relation toxique et comment on s'en débarrasse et comment on trouve une plus saine et oh mon Dieu, j'ai dit oui, là j'étais à fond dans le tome 2. Mais ça a été une révélation et c'est là qu'après j'ai enchaîné les autres tomes. Je dis oui, franchement il n'y a pas à tortiller. La saga Dakota, c'est oui, à partir du tome 2 et jusqu'au tome 3,5 parce que le tome 4 pour moi c'est non. C'est non, mais ça je vous en parlerai au moment où je ferai les flops. Je recommande Akotar, c'est une très bonne lecture à faire. Et évidemment, qui dit fantasy, je ne pouvais pas passer à côté de vous en parler. La saga de Rennes, évidemment. Alors là, encore une fois, je pense que c'est une malédiction du tome 1. Mais le tome 1, ça a été non. Ça a été un gros coup de gueule énormissime en mode « C'est pas possible, c'est de la merde, je comprends pas comment on peut oser éditer cette chose et tout. » Il y a énormément de trigger warning, emprise psychologique, violence sexuelle, sexiste, et j'en passe, harcèlement, tout ce que vous voulez, agression, hein, clairement agression sexuelle aussi. Donc voilà, le tome 1, ça a été un non mais catégorique. Bon, finalement, on a réussi à me faire comprendre que le tome 1 était une grosse introduction pour comprendre l'évolution du personnage, donc il fallait absolument que je lise le tome 2 pour comprendre où voulait en devenir l'auteur. Alors, j'ai été sage et j'ai écouté ce qu'on m'a dit et j'ai lu le tome 2. Et oui, en effet, j'ai plus compris ce qu'était voulait dire l'auteur, donc j'ai lu le tome 3. Là, ça a été un coup de cœur et j'ai lu le tome 4 et là, on est au summum, on adore. Et le dernier tome, le tome 5, apparaîtra en 2024, donc j'ai très hâte de le lire. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga de Rennes, c'est une réécriture du conte de Midas, le roi au toucher d'or, qui a un harem, très clairement. Il a pas mal de pouliches à ses pieds, de courtisanes, hein, très clairement, qui sont là pour ses besoins, mais il en a une en particulier qui est sa favorite, puisqu'il l'a transformée littéralement en or. Son toucher est capable de transformer les objets, mais aussi visiblement les humains, et donc cette jeune femme, il la considère comme ça précieuse, parce que les autres, ce sont des serveuses qu'il a depuis qu'il est devenu roi, mais elle, il la connaissait avant, et donc il est devenu roi un peu grâce à elle, puisque en réussissant à la transformer en or, il a été capable de montrer quand même une très grande dextérité, puisque pour devenir roi dans cet univers-là, il faut avoir de la magie. Et l'héritière de ce trône qui était vacant, justement, n'avait pas de magie, donc elle était obligée de se marier avec quelqu'un qui avait de la magie pour que ces héritiers en aient, mais il y a tout un truc qui fait que visiblement elle a l'air d'être stérile, donc elle ne peut pas donner d'héritier à ce roi au toucher d'or. Bon, il y a toute une intrigue politique et tout, mais ça, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement, comme le dit le nom, c'est Oren. C'est la fameuse précieuse, la fameuse pouliche totalement en or, et voir l'évolution de cette protagoniste qui est absolument phénoménale et génialissime, et aussi de ses love interests, qui, franchement, au début du tome 1, et voilà, jusque dans la fin du tome 2, vous allez voir l'évolution des personnages, c'est génial, et je recommande cette saga. Bon, par contre, on en parle de ça là. L'autrice fait des tomes de plus en plus gros. Je sais pas le tome 5 de combien de pages il va être, mais celui-là déjà on était sur plus de 700 pages. Donc voilà, un 5e tome, je sais pas s'il va être plus court ou pas, mais j'espère, parce que là c'est gros. Et c'est très long à lire. Mais dans ce tome-là, en plus, on a justement les points de vue qui s'alternent avec aussi bien le love interest que elle et d'autres personnages. Donc ça aussi c'est un gros bonus dans cette saga et même dans les autres tomes d'ailleurs. On a encore une fois une collégiale et j'aime de plus en plus cette manière de faire puisque on a du coup les événements de point de vue d'autres et c'est très bien. Et là on a de plus en plus d'intrigues aussi politiques qui viennent se mélanger aux intrigues de pouvoir et d'amour qui sont des intrigues différentes mais toujours très importante dans une romantécie forcément, et j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir les choses se développer encore plus et de savoir comment ça va se finir, parce que là, la fin de celui-là, mon gars, vous n'êtes pas prêts, hein. Moi j'étais pas prête en tout cas que ça se finisse comme ça, j'avais les yeux brillants, oui, j'ai presque versé ma lame, donc je recommande à 1000%. Vous aviez cru que c'était fini ? Mais vous avez rêvé maintenant. Il nous manque les romances. Et là encore, j'ai une très grosse sélection à vous montrer. On attaque tout de suite la séquence romance avec ceci, Les Amoureux de Montmartre, de Laurence Chevalier. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui vient de récemment se faire quitter alors qu'elle est enceinte
d'un enfant que elle ne désirait pas, mais que son compagnon de l'époque désirait, et que maintenant qu'elle est enceinte de, je sais plus, 7 mois, eh bien elle se retrouve toute seule, donc elle va devoir trouver un studio et vivre comme elle peut avec son nouveau enfant. Voilà, elle va essayer de tout mettre en place pour l'accueillir du mieux qu'elle peut. C'est une jeune femme qui, je crois, est alentour de entre 35 et 40 ans. Et eh bien, on a en face un voisin qui, lui, est un jeune homme qui tourne plutôt autour des 25 ans. Je crois qu'ils ont une dizaine d'écart, une dizaine de différence. Et c'est un jeune homme, voilà, un peu dans le style italien, tatoué, voilà, c'est beau, musclé, nanana. Donc, il lui fait clairement de l'effet. Mais bon, elle est enceinte jusqu'au cou et elle pense bien ne pas du tout être son type. Surtout que il lui annonce que son métier à lui, c'est d'être acteur porno. Rien que ça. Donc, du coup, elle est un peu choquée. Évidemment, elle n'a pas l'habitude de côtoyer des personnes qui ont ce genre de métier. Et j'ai énormément aimé justement ce bouquin parce que c'est une romance qui se passe dans un milieu qui n'est pas du tout côtoyé, qui n'est pas du tout utilisé et qui est là, je trouve, pour le coup, très bien traité, même s'il est un peu évidemment romancé. Je pense que ça ne se passe pas aussi bien pour tout le monde. J'adore parce que du coup la relation qui se met en place entre les deux protagonistes, qui est une romance il faut se le dire, est un peu compliquée du vu de son métier parce que quand on parle de fidélité dans un couple avec le métier de ce jeune homme, eh bien voilà, les limites des uns ne sont pas les limites des autres et donc là il va falloir essayer de composer, de trouver des arrangements et tout et voilà. Et entre ce qu'on croit être capable d'accepter par amour et quand on voit la réalité des choses se faire. C'est pas du tout la même parce qu'au début, elle est ok, non, au début, voilà, il y a la relation qui se noue entre les deux, mais au bout d'un moment, il va y avoir une certaine acceptation et elle va se dire ok. Mais quand un jour elle va malencontreusement arriver sur le plateau et le voir, elle va se rendre compte que non, en fait, c'est pas ok du tout. Ce qu'elle s'imaginait et quand elle le voit en acte, c'est pas du tout la même chose. Donc, j'ai énormément aimé cette relation, comment elle est traitée. Elle est très belle, très juste, très vraie. Il y a encore une fois, vous allez me dire que je suis maso, mais il y a encore une fois un ex hyper toxique dans les parages. J'aime bien justement ce genre d'histoire parce que quand elles sont bien faites, évidemment, c'est très réaliste et ça permet aussi au lecteur de ressentir les émotions du personnage et d'être voilà, en adéquation avec lui ou pas. Mais j'ai adoré et je la recommande à 100%. En plus, cette autrice, elle est géniale. Je l'ai rencontrée plusieurs fois et je peux que recommander sa lecture. J'en ai d'autres à faire d'elle, mais j'avoue que pour le moment, j'ai tellement de lectures que c'est pas ma priorité, mais j'ai quand même hâte de voir ces fantaisies qu'elle a fait. Donc, par contre, sensible et puis pour adultes. On est très clairement sur une romance érotique, donc voilà, assez explicite et surtout que, comme je vous ai dit, il travaille dans le monde du X, donc voilà, les termes sont des fois assez crus, mais ça fait pas plus mal non plus. C'est bien des fois que les choses soient dites. On change pas totalement d'ambiance, mais un petit peu quand même. On est sur le Morgane Maucombe, Nos âmes tourmentées, que j'avais vu énormément passer l'année dernière dans plein de coups de cœur de plein de personnes. Et un jour, je me suis dit, un jour, je me lancerai. Un jour, je le ferai. Et donc là, ça y est, c'est fait. En 2024, j'ai lu Nos âmes tourmentées. Et je comprends tout à fait la hype. Alors, j'ai peur de confondre parce que j'en ai lu tellement maintenant de Morgane Maucombe. Mais si je me trompe pas, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui a toujours été considérée un peu comme la papéticienne quand elle était au lycée dans dans la ville où elle vivait, à Charleston. Et du coup, le jour où elle a réussi à s'échapper, elle s'est promis une chose, c'est de ne jamais revenir dans cette ville puisque les gens l'ont toujours très mal considérée et on lui a toujours fait une sale réputation d'une fille facile. Le souci, c'est que sa mère est décédée et donc du coup, il y a toute une question d'héritage, de testament et qu'est-ce qu'elle va faire de la maison. Donc elle va revenir malheureusement dans cet endroit et du coup, beaucoup de résurgences de choses vont refaire surface et elle va se rendre compte que la maison voisine est habitée par quelqu'un d'autre de l'époque, c'est maintenant un jeune homme et voilà, une relation va se nouer entre les deux et j'aime beaucoup parce que elle justement c'est une jeune femme qui est assez féministe, assez rentre-dedans, assez engagée et qui a une sale réputation qui est totalement fausse comme beaucoup de sales réputations malheureusement et petit à petit justement le mec va creuser pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux et elle aussi de son côté elle a beaucoup de remises en question et du coup lui aussi a des casseroles à ses fesses, il a une petite fille et cette relation est aussi assez compliquée parce qu'il ne l'a pas tout le temps, il a
Ils sont en garde partagée, très clairement. Je crois qu'il a un week-end sur 2. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc, c'est un jeune papa, donc il veut passer sa fille en priorité par rapport à cette relation naissante qui est entre deux. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qui s'imbriquent les unes dans les autres, assez compliquées dans cette relation. Et mon Dieu, que j'adore, que c'est très bien fait. Et voilà, cette relation, elle est belle, elle est bien menée, elle se développe comme il faut. Je suis 100% d'accord avec tout ce qui est dit dans ce bouquin quasiment. Bah, j'en ai pas de souvenir en mode mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, j'ai adoré. Franchement, je peux pas dire autre chose que cette relation, c'est oui, 100%. J'ai lu Noël à Édimbourg avec un inconnu de Amélie C. Astier. Qui est une autrice auto-éditée. On est sur l'histoire d'un jeune homme qui est gay et qui fait un programme genre comme Erasmus, enfin c'est pas Erasmus mais voilà, il va vivre à Édimbourg pendant quelques temps et donc du coup il se retrouve au moment de Noël et il est tout seul, et voilà, d'habitude il le fait en famille, mais là du coup sa famille, alors je sais plus exactement dans quel pays c'est, mais imaginons que sa famille est en France, et donc lui il se retrouve à Édimbourg tout seul pour les fêtes de fin d'année et il va décider d'utiliser une application qui permet aux gens justement de se mettre en relation, d'avoir un date à ce moment-là pour ne pas être tout seul. Et donc il va rencontrer Kilt et Whisky, ou Whisky and Kilt, je sais plus, et une histoire d'amour va naître entre ces deux jeunes hommes et c'est bourré d'humour. Franchement, j'ai adoré. C'est pas un roman très long, hein. Ça fait, je pense, même pas une centaine de pages parce que je ne l'ai pas en papier, je l'ai lu sur ma liseuse, mais je compte d'ailleurs bien l'acheter en papier parce que c'est une très belle histoire que j'ai adorée, pleine d'humour. Et en plus, il y a une suite sur la Saint-Valentin que je compte bien m'acheter en février, du coup. Comme ça, je serai dans le bon mood au bon moment. J'ai énormément aimé cette lecture, franchement, c'est un gros clap-clap. En plus, j'ai rencontré cette autrice et voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'humour, la relation qui se doit être les deux est à la fois très rapide mais très bien faite, parce que oui, ça se passe en une journée à peine, donc en quelques jours, puisqu'il y a d'abord la rencontre par SMS, par message et tout, où ils apprennent vite fait à se découvrir, à se lancer des pics et à s'attirer l'un l'autre, et après il y a la rencontre en vrai aussi, et j'ai adoré, c'est très bien fait et je recommande vivement. J'ai reçu un service presse aussi d'une autrice, Héloïse Michael, qui est au Hockey Player du tome 1, Joseph, qui était, mon Dieu, tellement bien. Franchement, c'est un de mes book boyfriend préférés. Il y en a évidemment beaucoup, mais celui-là, je crois pas que pour le moment j'ai réussi à en détrôner, parce que on est sur l'histoire d'un jeune hockeyeur justement qui est surnommé Sainte, parce que il est toujours vierge malgré qu'il ait une vingtaine d'années. Il fait du coup du hockey, alors je sais pas si c'est au lycée, non ça doit être à l'université justement, parce qu'il est dans une espèce de fraternité et tout, et il se fait beaucoup moquer par ses autres camarades, ses colocs, mais lui c'est en gros sport, études, sport, études, sport, études, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de ce genre de choses, ce qui fait qu'il se retrouve justement à une vingtaine d'années à être toujours puceau, et il va rencontrer une jeune femme, et voilà, entre les deux va se nouer une relation évidemment, et pour une fois, eh bien, c'est le garçon qui perd sa virginité, et j'ai adoré cette trope. Ça change tellement, et pareil, le gars, il est tellement... il est parfait en fait, il est gentil, il est gentleman, il est poli, il est courtois, il aime la littérature, il a aucun défaut ce type. Donc voilà, je peux que... Bon, si, il a un défaut sur la fin, évidemment, il faut le retournement de situation pour que les protagonistes prennent leur distance et reviennent, et ce moment-là, j'avais envie de dire non. Mais voilà, sinon, à part ça, voilà, j'ai adoré, tout simplement. Je peux que dire oui. On va la suite. J'ai écouté aussi en audiobook The Spanish Love Deception. Et alors là, mais ça a été aussi un coup de cœur, je me suis pris une claque, parce que je m'y attendais pas du tout en fait. J'avais vu évidemment plein d'avis positifs, nanana, mais je me suis dit, ouais, ça a l'air cool, mais très clairement, on va le lire, mais on n'est pas sûr d'adhérer. Mais les gars, mais bien sûr que si, on adore. On est sur une histoire, un trope tout à fait classique, mais qui marche du feu de Dieu. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va devoir aller au mariage de sa sœur. Alors, elle est aux États-Unis et sa sœur est en Espagne. Mais lors de ce mariage, elle sait que son ex va être présent. Et du coup, eh bien, elle n'a pas envie d'aller à ce mariage en mode solo, célibataire, triste et tout. Donc, elle veut avoir un fake dating avec quelqu'un qui fasse semblant d'être son petit ami
pour ce moment-là, évidemment, dans sa boîte, il y a un collègue avec qui, depuis le début, ça ne matche pas et c'est lui qui va se proposer pour aller au mariage avec elle et petit à petit, eh bien, la relation va déraper puisqu'on va très vite comprendre qu'en fait, si ça ne fonctionne pas entre les deux depuis le début, c'est qu'il y a énormément de quiproquos parce que lui il est intéressé par elle, mais elle voit le mec comme s'il n'arrêtait pas d'essayer de lui mettre des bâtons dans les roues en mode, voilà, comme si c'était le pire des cons, alors que finalement, mais en fait non, c'est qu'il est juste hyper maladroit et qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec elle. Et voilà, du coup la relation entre les deux est géniale, j'adore, le gars il est... c'est un de mes chouchous, franchement. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que oui, foncez-y, franchement, il y a peu de chances que vous soyez déçus. C'est une trope hyper classique, le gars est tombé amoureux d'elle en premier, il y a eu énormément de quiproquos et donc du coup, elle le déteste et lui il sait pas quoi faire pour se démerder de cette situation, lui faire comprendre qu'en fait il est intéressé, qu'il ne la déteste pas du tout, bien au contraire, et du coup, fake dating, et là lui il va essayer de lui faire comprendre pendant ce fake dating que en fait il est réellement intéressé, malgré qu'ils font semblant, et on adore, et en plus... on a toute une ambiance à l'espagnol avec une famille très méditerranéenne qui veut toujours se mêler de tout et ça fait des... j'adore. En fait, ce serait une super adaptation, genre un téléfilm de Noël ou une connerie comme ça. Je suis sûre que ça marcherait du feu de Dieu parce que c'est fait pour ça en fait. Il est parfait ce bouquin. J'adore et je recommande. Est-ce qu'on en parle de ça? Alors ça, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. On est sur donc les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergen qui m'a mis une claque parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est une des dernières lectures que j'ai faites au mois de décembre, donc de l'année, et je m'étais dit ouais, ce sera une petite romance de Noël comme j'en ai lu plein d'ailleurs, hein, vite fait, bien fait, mais non les gars, j'étais pas prête. Elle est mais juste génialissime. On est sur un début qui commence très mal. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est en couple depuis 18 ans avec son compagnon, mais ça fait 2 ans qu'ils essayent désespérément d'avoir un enfant et ça ne marche pas, elle le voit bien et ça en pourrit sa relation, à tel point qu'elle se rend compte finalement que si elle essaye de faire cet enfant, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons en fait, c'est juste qu'elle essaye de cimenter son couple parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est plus amoureuse de ce compagnon, mais comment se séparer d'une personne avec qui on a été pendant 18 ans, à son âge en plus, je crois qu'elle est autour de, je sais plus, la quarantaine, donc elle se dit, voilà, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est ce qu'elle dit elle se dit périmée, qu'elle ne retrouvera jamais l'amour de sa vie, nanani nanana, et que du coup, pareil, pour avoir des enfants, c'est maintenant ou jamais, parce que elle a voulu toujours passer sa carrière avant, mais maintenant, si elle veut fonder une famille, c'est maintenant, après, elle ne pourra plus enfanter. Voilà, en gros, c'est un peu le discours qu'elle tient au début, et donc, dans les premières centaines de pages, c'est très dur, très sombre, dans sa tête et ça fait énormément de peine et donc du coup franchement c'était un texte au début assez dur à lire et je me disais putain pour une romance de Noël c'était quand même sauf qu'au fil et à mesure les choses vont totalement changer à partir du moment où elle va prendre des décisions justement dans sa vie, que tout va exploser et qu'elle va hériter de la meilleure amie de sa grand-mère qui lui avait une maison en Angleterre et donc elle va tout quitter pour aller vivre là-bas et se rendre compte que dans le village où elle vit, il y a beaucoup de choses assez loufoques, dont ses voisins. Elle a un voisin qui s'appelle Jacob qui a 70 ans mais qui est libidineux as fuck, qui est toujours en train de se foutre dans les commérages, de vouloir faire les petits ragots, les petits potins, les petits machins. Il est hyper drôle et hyper attachant. Et de l'autre côté, on a un jeune papa qui est veuf depuis 2 ans et qui a un petit garçon de 9 ans ou 10 ans, je sais plus, et qui est assez bougon justement, qui n'arrive pas à se remettre de la perte de sa femme, donc qui n'est pas du tout sociable, qui ne côtoie personne. C'est un ours mal léché, d'où le titre. Et elle a ce petit garçon qui, lui, est venu s'enterrer là avec son père il y a 2 ans après la mort de sa mère, parce qu'à la base, ils habitaient à Londres, mais qui, lui, est plein de vie et qui adore cette jeune femme, cette voisine, et qui voudrait bien, d'ailleurs, qu'ils finissent ensemble, son père et cette voisine. Et... bref, il y a plein de petites situations cocasses, des quiproquos qui sont hyper rigolos. La relation entre les deux est hyper belle, hyper tendre à se mettre en place parce que elle sait pas trop où se mettre en fait, parce qu'elle adore l'enfant, mais en même temps le père l'attire, mais il est toujours dans sa phase de deuil, elle le voit bien. Donc lui, il est toujours aussi en deuil, mais il voit bien qu'il est attiré par cette fille, mais il a un respect pour sa femme. En fait, il a l'impression de la trahir malgré qu'elle soit morte depuis 2 ans. Donc voilà, il y a toute une relation qui se met en place qui est hyper belle.
j'ai adoré. Et en plus, les personnages, des fois, ils ont des punchlines, mais qui te font juste mourir de rire. Entre le gamin de 10 ans et le vieux de 70 ans, le voisin, les deux là ensemble, mais c'est une bombe. À chaque fois, ils te font des sorties, t'es en mode, mais c'est pas possible, ils ont pas dit ça. Mais si. Donc franchement c'est hyper drôle. Pour vous donner un exemple, à un moment justement le petit garçon interroge la femme en mode bon voilà, est-ce que tu comptes être l'amoureuse de mon père? Et elle lui dit très clairement que non, et puis de toute manière ce sont des choses d'adultes, ça ne le regarde pas. Et le gamin a dit que lui il a entendu la mère d'un de ses copains dire quelque chose, et donc que c'est peut-être ça qui correspond le plus à la relation entre dans cette femme et son père. Et elle lui demande qu'est-ce que ça serait, et lui il dit est-ce que tu veux pas être le plan cul de papa? Et là, énormément fou rire parce que t'es dans la tête de la meuf en mode mais non, mais d'où un gamin de 9 ans sort ce genre de réplique? Et voilà, du coup c'est ça en fait, c'est que c'est au début très dur à rentrer parce que les protagonistes ont des histoires assez tristes et voilà, mais au fur et à mesure justement que les rencontres se font et que les amitiés et les attirances se lient les uns aux autres, c'est de plus en plus génialissime et les situations assez cocasses, on adore. Et franchement, je peux que recommander. J'ai littéralement explosé de rire, hein. Ça ne m'arrive quasiment jamais. D'habitude, je suis « Oh, c'est mignon, je souris ». Mais là, j'ai explosé de rire et j'en ai parlé d'ailleurs avec mes copines sur la conversation de groupe qu'on a et elles ont rigolé en mode « Bon, il doit être pas mal ce livre parce que tu rigoles rarement. » Donc, je le recommande à 100%. Et encore un titre dont j'aimerais vous parler, 1000 battements de cœur de Kiera Cass, qui est, comme vous pouvez le voir, juste là, une autrice que je suis tout particulièrement parce que c'est celle qui a écrit La Sélection, qui a écrit La Sirène, qui a écrit la duologie amoureuse et fiancée. Enfin voilà, c'est une autrice que j'adore énormément et donc, je ne pouvais pas passer à côté de son dernier titre, 1000 battements de cœur, qui est très clairement... je sais pas comment dire. C'est la romantécie en fait, c'est un enemies to lover, mais genre puissance 1000. On est sur deux personnes de deux royaumes différentes et on a une princesse qui doit épouser quelqu'un pour que le statut de son royaume perdure. Voilà, c'est un mariage arrangé. Et d'un autre côté, on a un jeune commandant d'une armée qui a perdu toute une partie de son royaume à cause de l'autre royaume et donc veut venger son peuple. Et donc on a très clairement des vengeances qui vont s'entremêler et ces deux protagonistes qui au départ devaient se détester vont finir par être avoir, comment on dit là, une force proximity. Là ils vont avoir une proximité forcée, voilà, Elodie parle français, ça ira plus vite, et vont apprendre à découvrir les deux personnages sont pas forcément ce qu'ils sont censés représenter. C'est une princesse, mais elle a pas du tout le caractère d'une personne qui se laisse marcher sur les pieds, qui se laisse quoi faire. Elle sait se battre, elle est assez rentre dedans. Et lui, c'est un commandant des armées, mais ce n'est pas que ça en fait. C'est un gars assez torturé parce que justement, il a perdu énormément de choses et il se bat. Il a des convictions de ouf. Et les deux vont se rencontrer et vont s'attirer l'un vers l'autre, mais en même temps se détester parce que tout les oppose et ils sont censés se détester. Surtout que lui a quand même fait quelque chose d'assez contre elle, parce que très clairement il y a des problèmes de territoire et donc à un moment il a tué sa mère en représailles par rapport à certaines choses. Donc forcément, quand je vous dis enemy to lover, là on est vraiment sur un enemy to lover des familles. Voilà, il a quand même tué sa mère et le père à elle, donc, a tué une partie de la famille à lui. Donc, on ne peut pas censé s'aimer, mais les choses vont faire que les deux vont s'aimer contre toute attente et quand ils vont revenir dans leurs trucs respectifs, ça va pas être comme avant et il va falloir changer les choses justement pour que les certitudes, un peu comme dans Le sang et la cendre, la jeune fille, elle a vécu avec certaines certitudes. Elle est sûre que son territoire, elle le mérite parce que c'est son peuple qui a fait ce royaume et tout. Et au final, avec les révélations qu'elle a apprises par ce garçon, elle se rend compte que non, en fait, il y a eu des trahisons, il y a eu des complots. Et si le territoire est comme il est à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des raisons politiques et des guerres qui se sont passées pour que des terrains soient arrachés à d'autres personnes et à d'autres royaumes en l'occurrence, et donc elle n'est peut-être pas l'héritière légitime de ce trône finalement. Il
il y a eu des usurpations et tout, et elle va essayer de mettre tout ça au clair, et c'est très bien fait, c'est franchement... moi j'ai pris une grosse claque, hein. J'ai rarement vu justement un ennemi Stoolover à ce point, parce que les ennemis Stoolover, ça on les connaît, hein. Mais là, on est parti quand même de très très loin pour arriver à l'histoire telle qu'elle... Alors, le problème c'est que j'ai trouvé que la fin était un peu rushée justement, parce que c'est tellement bien développé qu'au début, que sur la fin j'étais en mode ah ouais, ça fait un peu vite là les gars quand même. Parce que... voilà, mais en même temps c'est un one shot, donc c'est cool aussi parce que c'est pas une énorme saga avec énormément de tomes. Donc j'étais très contente de lire ce tome, et évidemment il ne pouvait pas ne pas être dans mes tops 2024. Voilà, ça fait partie une des meilleures lectures que j'ai lues, et franchement je pleurais avec les protagonistes, je couinais quand il y avait enfin une petite dose d'amour parmi toute cette tristesse, parce que voilà, mais je peux que dire lisez-le, franchement c'est une perle. C'est une très très bonne lecture. Bon, on arrive vers la fin, on y arrive les gars. Autrice que j'ai découverte ces années et qui va devenir, je pense, une de mes autrices chouchoutes. Ali Hazelwood. Je pense qu'elle va être dans le top de beaucoup de personnes cette année. On est sur une autrice qui fait des romances, mais des romances avec des univers qui ne sont pas toujours très représentés, comme là en l'occurrence il y a beaucoup d'univers scientifiques. On est là sur une jeune femme qui est dans une université, alors je ne sais plus quelle branche scientifique, mais qui est en gros doctorante, et qui va malencontreusement embrasser un des jeunes chercheurs, en gros le génie du moment, mais qui est surtout le plus détesté parce que, eh bien, c'est un génie, et il a une exigence telle que ses étudiants pleurent à chaque fois parce qu'il démonte les thèses de manière prodigieuse, et il va y avoir une soirée où elle va embrasser ce mec, et du coup pour plusieurs circonstances elle va devoir faire croire qu'il est bel et bien son petit ami, et lui aussi il a besoin d'avoir une relation pour avoir des subventions, donc du coup ils vont bel et bien faire croire que tous les deux ils sont ensemble, et évidemment qui dit fake dating dit que petit à petit ils vont bel et bien tomber amoureux l'un de l'autre, et on adore. Franchement, les protagonistes masculins, elle nous fait des bijoux à chaque fois. Je suis en mode, mais on a tous besoin d'Adam Carson. Franchement. C'est comme si vous me disiez que vous n'aimez pas Sheldon. Si, vous êtes obligé d'aimer Sheldon, ok. Même si c'est le pire des cons. C'est Sheldon, merde. Eh ben là, on est un peu dans le même délire. Hein. C'est un Sheldon, mais un beau gosse. Voilà. C'est encore pire. Donc voilà, je recommande. Lecture, une de mes meilleures lectures, franchement, que j'ai dévorée de bout en bout, et que toutes celles qui l'ont lu ont toutes été d'accord avec moi, elles ont toutes adoré. J'ai pas encore vu de mauvaise... Si, le seul truc que j'ai entendu de mauvais, c'est que c'est une romance et qu'il y a certains trucs qui peuvent être clichés. Bah oui, mais on s'en fout en fait. C'est bien fait. Quand c'est cliché et que c'est mal fait, ok. Mais là c'est cliché et c'est bien fait, donc on a adoré à 100%. Et parce que bien sûr il y a le deuxième qui vient aussi, Love on the Brain. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans les neurosciences, et d'un gars qui travaille à la NASA, et ce sont tous les deux anciens étudiants qui se connaissent très bien, mais elle a eu un petit ami assez toxique qui se foutait royalement de sa gueule, qui la trompait à tourner-couti, tourner-couta, et du coup elle va décider de tourner le dos à tout ce qu'elle a déjà connu, et de changer de vie, puisque lui aussi avant faisait partie de la bande. Il savait ce qu'il se passait, mais il ne lui a jamais dit, et il a toujours été très froid justement pendant ses études. À chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, lui il changeait de pièce. Quand elle commençait à parler, il coupait la conversation, il partait, ou enfin voilà, il a essayé de faire en sorte aussi qu'elle ne soit pas prise dans certains projets ou dans des trucs. Bref, il a toujours fait en sorte qu'ils ne se retrouvent pas ensemble. Et là, malencontreusement, la NASA les met tous les deux sur le même projet, et donc on va avoir plusieurs quiproquos qui vont se mélanger les uns aux autres, parce qu'elle, du coup, est persuadée qu'il la déteste, puisqu'il fait tout depuis le départ. Même son ex-fiancé, cet homme-là, est allé voir son ex-fiancé lui disant de ne pas se marier avec elle. Donc elle est en mode, mais ce cas, il me déteste à ce point-là, quoi. Donc quand ils vont se retrouver ensemble, évidemment, d'autres quiproquos vont s'ajouter les uns par-dessus les autres, et au final, on va se rendre compte, évidemment, que non. C'est pas du tout ça. C'est pas qu'il te déteste. Bien au contraire. Et voilà, j'adore, et je peux que recommander. Encore une fois, c'est dans les sciences, donc ça change énormément
de toutes les romances qu'on peut avoir universitaires où c'est des sportifs, tatati tatata. Là, non. Et j'ai très hâte justement de lire les prochains qui vont sortir l'année prochaine, en 2024. On a Check et Matt et Lovely Theoretically, normalement, qui sont censés sortir. Et j'ai hâte parce que c'est en train de devenir une de mes autrices de romances, en tout cas préférées. J'adore les protagonistes qu'elle fait, ils sont géniaux. Je peux pas vous dire autre chose. Foncez-y si vous aimez les romances ou vous voulez queener. Là, franchement, vous allez queener. Ils sont... En même temps, vous levez les yeux au ciel parce qu'il y a des choses que vous voyez venir à des kilomètres, mais en même temps, vous êtes obligé d'aimer parce que, voilà, c'est bien fait. Puis en plus, que dire de ces magnifiques versions collector. D'ailleurs, j'ai un peu peur que Love Theoretically et Check et Matt ne soient pas en édition collector comme ça, que ce soit juste des brochets, et du coup, je serais triste parce que la belle collection ne serait pas complète, et il y aurait des brochets avec, mais bon, ok, on n'est pas superficiel, c'est le contenu qui compte, mais quand on a des trucs comme ça, on aime bien quand même. On va pas se mentir. Mon Dieu que cette vidéo a été longue à tourner, j'ai soif, je vais aller boire un coup et après je vais tourner la vidéo flop. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des livres que vous avez eu un énorme coup de cœur cette année en 2023, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je suis tout à fait prête à écouter. D'ailleurs, s'il y a des livres que moi j'ai mis dans mon top et que vous n'aimez pas du tout, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Et évidemment dans le respect et la bienveillance. Et puis voilà, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez mettre un petit pouce bleu parce que ça fait énormément de bien, ça, pour le référencement ça aide beaucoup. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.